Rien n'est réglé. Visiblement, l'économie mondiale, l'économie européenne sont encore bien malades de la dette grecque, de ses répercussions sur les budgets des autres pays de la zone euro, malades des anticipations de récession, surtout venues des États-Unis. Les marchés sont sourds, aveugles à tous les propos érictus rassurants, du type de celui, par exemple, du président de la Banque mondiale, Robert Zelig, qui ne voit venir aucune récession. Et du coup, les marchés, actions, obligations continuent leur dégringolade. On en est au 5e jour de baisse. Les actions bancaires étaient encore particulièrement maltraitées aujourd'hui sur les places européennes. Depuis 1 ou 2 jours, toutefois, de nombreuses voix commencent à s'élever pour que la zone euro sorte de la crise par en haut, c'est-à-dire par davantage de fédéralisme, davantage d'intégration européenne, un gouvernement économique, un département du Trésor qui aurait autorité sur les capacités d'endettement des pays, qui émettent des bons européens. La solution, vous en souvenez, a déjà été écartée, mais pour combien de temps encore cet été par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. On parle même de s'inspirer de la Constitution américaine, figurez-vous, et d'aller vers des États-Unis d'Europe. C'est ce que viennent de recommander, ce n'est pas du tout des originaux, deux sommités lors d'un colloque européen à Bruxelles. L'oracle économique Nouriel Roubini, vous savez, celui qui avait prévu la crise de 2008, et Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand, qui n'est pas exactement un rigolo, eh bien, il le dit aussi dans une interview au Monde d'aujourd'hui. Alors, sont aussi à la manœuvre, et c'est à noter, les banquiers centraux européens, pas des rigolos non plus, vous en conviendrez, on n'a pas du tout l'habitude de les entendre tenir ce genre de propos. Écoutez par exemple le sortant, Jean-Claude Trichet, et l'entrant, Mario Draghi. Voici ce qu'ils ont dit à peu près copier-coller. On peut imaginer d'avoir un gouvernement confédéral avec un ministre des Finances confédéral qui, encore une fois, il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis, je l'ai déjà dit, mais qui pourrait avoir un certain nombre de responsabilités, y compris, bien entendu, celle d'assurer la surveillance de l'ensemble de la gouvernance au sein de la zone euro. Pour faire face à ça, nous devons changer le traité. Et quand je dis ça, je ne pense pas aux euro-obligations ou d'autres constructions financières. Je parle de règles pour une discipline fiscale, de règles pour la croissance. Alors, ça n'est pas encore les États-Unis d'Europe, évidemment, mais y va-t-on? Est-ce que ça peut être à un horizon imaginable? Voici la question essentielle posée aux invités du débat ce soir, qui sont Jean-Jacques Rozat, bonjour, professeur des universités économistes. Il n'y a que des économistes pratiquement ce soir. Henri Sterdignac, bonjour, économiste, directeur département mondialisation de l'OFCE. Olivier Pastré, membre du Cercle des économistes. Et on attend d'un instant à l'autre Pascale Johannin, qui est la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Cette idée des États-Unis d'Europe, c'est quoi? C'est un truc pour amuser la galerie? Qui veut commencer là-dessus? Olivier Pastré. Oh, bah c'est un rêve. Non, c'est un rêve, mais les rêves deviennent réalité. Franchement, par rapport à la sinistrose qui nous envahit, moi je suis assez optimiste. Je crois que jamais l'Europe n'a fait autant de progrès que depuis qu'elle est en crise. Et en fait, voilà, il faut souffrir pour être belle. C'est parce qu'il y a eu la crise grecque que Angela Merkel a changé de position, que Jean-Claude Trichet a changé de position. Donc ça avance. Alors ça avance. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça avance pas assez vite. Sur le temps médiatique et le temps d'adaptation. Oui, le temps des marchés, c'est encore plus rapide que le temps des marchés et le temps politique. C'est vrai que le politique est en retard. Mais il faut partir du point suivant. On a fait une immense, je vais dire bêtise, mais je pense beaucoup plus grave et beaucoup plus triviale que ça. Ça commence par un C. Ça commence par un C, ça finit par un E. Je vous laisse deviner. Avec le traité de Nice, c'est-à-dire qu'on a élargi l'Europe avant d'approfondir sa gouvernance. Voilà, donc on le paie et on va continuer à le payer. Parce qu'il va falloir écouter les pays complètement zarbis qui ont le même droit à la parole, et dans le système actuel c'est normal, que l'Allemagne et la France. C'est ça le vice de départ. Bon, voilà, il faut payer ce péché initial et ça prendra du temps. Henri Sterdignac? Est-ce que ça le laisse sans voix? Bon, non, ça ne me laisse pas sans voix. L'Europe n'est pas une nation. Vous ne pensez pas à la phrase du général de Gaulle sur le cabri, là? Voilà, donc on a fait de manière trop précipitée une zone euro qui ne fonctionne pas. On a mis sur pied un pacte de stabilité et de croissance qui n'a pas fonctionné. Qui n'est pas respecté. Qui n'a pas fonctionné, qui n'est pas respectable, donc qui n'a pas été respecté. Et là, on veut aller de pire en pire en imaginant qu'on mettrait sur pied à Bruxelles un gouvernement ou un ministre
qui dicterait à tous les peuples de l'Europe sa volonté, qui dirait à tel pays, vous devez absolument faire telle réforme, à tel pays, vous devez réduire vos retraites, etc. Je veux dire, ça serait tout à fait contraire à tous les principes démocratiques que d'aller dans ce sens-là. L'Europe n'est pas une nation. D'accord, on est et d'accord. Aucun progrès en Europe, qu'un changement de la Constitution ne peut être fait sans un vote démocratique des peuples qui composent l'Europe. Alors, attendez, et je vous dis, il faudrait d'abord que l'Europe montre son utilité et qu'elle serve à quelque chose avant de réussir à convaincre les Français, les Irlandais et les pays et les Néderlandais et d'autres pays à abandonner encore plus de souveraineté à Bruxelles. C'est dommage parce que Pascale Johannin, c'est vraiment la vraie euro-optimiste de l'histoire, mais elle vous donnera son explication tout à l'heure, enfin sa réaction tout à l'heure. Mais sur l'argument de la démocratie, Gerhard Schröder dit ça, il dit ça va avec un rôle renforcé du Parlement européen. On a finalement un Parlement européen qui est censé représenter les peuples. Si par exemple on lui donnait son mot à dire sur la composition de ce gouvernement ou le contrôle de ce gouvernement, on peut imaginer des institutions démocratiques, non? Et fédérales, ça peut s'imaginer. Nous ne sommes pas actuellement en Europe une nation dans lequel, effectivement, nous avons les mêmes institutions qui permettent effectivement que soit décidées au niveau européen les grandes décisions qui nous concernent. Les Français ne souhaitent pas que le niveau des retraites en France ou l'âge de la retraite, etc., soit décidé par un Parlement où il y aurait un nombre réduit de Français et où il y aurait on ne le souhaite pas. Et donc, ce serait tout à fait contraire. Un abandon de souveraineté. Ce serait un abandon de souveraineté auquel la masse des Français et dans le grand nombre de pays européens, on ne le souhaite pas. Donc est-ce qu'il faut, pour des raisons économiques, parce que le libéralisme économique a failli, nous imposer en plus la fin de la démocratie? Ça ne tiendra pas. Alors, Jean-Jacques Rosa, ce parallèle avec la Constitution américaine, vous le faites d'ailleurs un peu, enfin vous en parlez dans votre livre, on en a parlé cet été, l'euro, comment en sortir. C'est un parallèle qui ne tient pas. Les deux époques sont totalement différentes. Les États-Unis se sont constitués au début du 19e siècle, en gros. Et aujourd'hui, toutes les circonstances qui ont favorisé la création des États-Unis ont changé, je dirais, elles ont disparu. Il ne faut pas oublier que le 19e siècle, c'était le siècle de construction des empires. C'est-à-dire que la dimension des nations augmentait constamment et on arrivait à créer des agglomérations de nations à cause des avantages de la grande dimension. Mais il ne vous a pas échappé que la fin du XXe siècle a été l'âge de la décomposition des empires. Et nous sommes aujourd'hui dans une ère où l'on recherche davantage de démocratie et davantage d'efficacité économique dans la petite dimension. L'URSS est décomposée. Il n'y aura plus de Tchécoslovaquie, enfin oui, c'est ça, la Yougoslavie, qui était composée de nations différentes, etc., a recherché l'efficacité plus grande dans la petite dimension et a réussi d'ailleurs. On voit que de petits pays, aujourd'hui, grâce à l'ouverture internationale, sont capables d'être tout aussi efficaces que de grands pays. On n'a plus besoin d'un grand marché intérieur. Oui, Pastré. Après, je donne la parole à Pascale Johannin qui vient d'arriver, que je salue. Oui, heureusement qu'elle est arrivée pour mettre un peu d'optimisme dans ce début de débat. Je veux dire, il y a des grandes nations qui ont l'air de fonctionner relativement bien. Je veux dire la Chine. Elles n'ont pas d'avantage particulier sur les petites nations. En termes de poids à l'échelle mondiale, si. Mais je trouve que vos positions sont très binaires. C'est oui ou non, c'est blanc ou noir. L'Europe, c'est pas bien. Moi, je trouve que le traité de Nice, et je l'ai dit, est une absurdité, qu'on le paie aujourd'hui, mais on progresse. C'était l'élargissement. Oui, c'est l'élargissement, c'est-à-dire il faut tout décider à 27. Ça, c'est vrai que c'est pas tenable, mais la bêtise a été faite, maintenant on essaie de la rattraper. Je pense que l'avenir... On se recentre sur la zone euro quand même. Oui, je pense que l'avenir passe par le couple, alors c'est un gros mot de dire ça, mais le couple franco-allemand, si les positions françaises et allemandes se rapprochent, et elles se sont considérablement rapprochées en un an. Sur l'économie de transfert. Auquel prix la France a accepté le diktat allemand, la France a accepté de s'aligner sur les positions allemandes, et si
effectivement, la mise en œuvre de ces positions aboutit par une situation des politiques d'austérité en Europe qui sont continuées de manière aveugle pendant plusieurs années. Là, vous allez, je ne vois pas ça va trop vite. Ça va trop vite. Je voudrais que Pascal Joannin nous donne son avis. Allez vous tourner vers les peuples pour dire faisons plus. D'accord. On va évidemment revenir sur cette question des politiques d'austérité. C'est aussi dans l'actualité de cette journée. Pascal Joannin, est-ce que vous revenez de Bruxelles à ce colloque J'arrive juste à l'instant. Vous étiez à ce colloque où il y avait Gerhard Schröder, où il y avait Rubini, qui ont dit les États-Unis d'Europe, etc. C'est reparti. Enfin, c'est parti. C'est parti. C'est-à-dire que l'Europe a toujours progressé. Alors, il y a les oiseaux de mauvais augure. Dans les crises, c'est ce qu'on dit. Il y a des oiseaux de mauvais augure qui estiment que depuis le début, l'Europe se plante. Mais enfin, 61 ans après, l'Europe est toujours là. Alors, on peut continuer à dire que l'Europe se plante. C'est plutôt les gens qui disent que l'Europe se plante qui se plantent que les gens qui sont européens. Parce qu'on a toujours progressé. Alors, on a des difficultés. Il y a toujours eu des difficultés. Dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été simple. Mais on progresse toujours. Et là, face à une situation donnée qui est en effet une union économique qui n'est pas terminée, on cherche à savoir comment on va la terminer. Il y a des propositions sur la table. Je note qu'il y a de plus en plus de gens sensés, intelligents, brillants, de nationalités diverses, qui ont occupé ou qui occupent des fonctions importantes, qui se retrouvent sur... Alors le vocable n'est pas forcément le même, mais sur le fait qu'on s'en sortira que si on va vers plus d'intégration et vers davantage de coopération. Alors, il y a un choix à faire. Il y a des gens sur cette table, autour de cette table, qui prônent l'inverse. On verra bien ce qui se décidera. Bon, mais moi, je crois qu'on y va gaiement et il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Gaiement. Alors, juste parce que je vais refaire à la place d'Henri Stadniak, parce que je vais le faire plus court. Tout à l'heure, avant que vous arriviez, il a dit, mais les peuples européens, ils ne veulent surtout pas de la perspective d'un aréopage européen dans lequel, par exemple, leur nation, forcément, français, allemand, peu importe, serait en minorité, décident de leur niveau de retraite, de leur niveau de déficit budgétaire. Ça les terrorise. Ils veulent rester maîtres chez eux. Moi, je ne suis pas sûre que les peuples européens vaillent si loin. Moi, je crois que les peuples européens, ils sont bien contents de vivre dans un endroit prospère, qui reste encore une zone d'influence dans le monde, contrairement à ce que certains disent. Et eux, ils cherchent à savoir en effet comment on peut se renforcer pour vaincre en effet les vicissitudes qu'on voit bien. C'est-à-dire que l'euro, ils ne sont pas contre, et ils veulent que ça marche. Alors simplement, ils veulent que ça marche. Et pour que ça marche, il faut qu'on s'occupe des questions essentielles au niveau européen et qu'on leur laisse peut-être dans leur territoire des façons de vivre qui sont liées aux traditions, à des choses locales. Et ça, je crois que c'est tout à fait légitime, mais qu'il y a un niveau européen et ils veulent que ça marche parce qu'ils ont bien compris. Il y a les Chinois. Alors, ils en ont peur, parce que ça, ils voient bien que tout est fait en Chine aujourd'hui, etc. Il y a les États-Unis, mais c'est un grand pays. Et puis l'Europe, on l'a créée, mais elle est un peu bancale. Il faut qu'on la remette à l'endroit. Et je crois que c'est la sagesse, le bon sens, et que les peuples, ils ne demandent pas autrement que ça progresse. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Il y a une erreur. C'est ce que vous dites, monsieur. Non, c'est ce que vous dites. Il y a une erreur majeure. On a l'impression d'entendre les archéos d'une époque vieille. Les archéos sont du côté des européistes. On a créé l'euro contre le partager, mais c'est votre avis. Vous permettez que je développe mon argument ? On a créé l'euro contre l'avis des économistes. On savait que ça échouerait parce que les économies... Mais laissez-moi parler à la fin. Mais vous dites des contre-vérités. Mais c'est vous qui dites des contre-vérités. Alors donc on a créé l'euro... On a un certain nombre de pays européens qui actuellement sont sous la dictature du FMI. On ne peut pas dire c'est une victoire. Attendez. Regardez les taux d'intérêt que payent les pays de la zone euro. Mais il y a d'autres pays du monde qui sont sous la zone sous FMI qui ne sont pas européens. Laissons Jean-Jacques Rosat développer. On a créé l'euro en sachant très bien qu'avec des économies hétérogènes, appliquer le même taux de change, la même politique monétaire, ça allait nous amener à la catastrophe. Nous y sommes. Et alors maintenant, on nous dit quitte ou double, non seulement on a supprimé les politiques monétaires nationales, mais il faut supprimer aussi les politiques budgétaires nationales. Ça veut dire qu'on supprime tous les amortisseurs. Mais là, on va vraiment à la catastrophe immédiate. C'est absolument impossible à faire. Et alors j'ajouterais que sur le côté rétro, le rêve européen, c'est une vieille chose. C'est un rêve qui date de la Première Guerre mondiale. Ça correspondait à la guerre froide. Et donc, on avait besoin de s'allier contre la Russie, qui était une menace. Mais aujourd'hui, toutes les conditions ont changé. Il y a des marchés internationaux ouverts. La menace soviétique a disparu. L'économie se décentralise, elle ne se centralise pas. Donc, ce serait dramatique d'ajouter
une erreur budgétaire à ce qui était une erreur monétaire fondamentale. Et j'ajoute une simple remarque. Pour que la centralisation budgétaire permette d'amortir les chocs dans les différents pays, comme aux États-Unis, il faut que l'État fédéral prélève des impôts importants. Or, les nations européennes prélèvent déjà près de la moitié de leur produit national en impôts. Alors que veut-on? On veut ajouter 25% d'impôts en plus sur les 50% existants? C'est impossible. On va peut-être en rajouter des impôts. Je suis effondré. Sans blague. Non, mais oui, mais attendez, vous m'effondrez aussi, vous participez à mon effondrement. Tout le monde vous effondre. Oui, non, mais c'est l'économie de Zarathustra, c'est-à-dire c'est blanc, ce que je disais tout à l'heure, c'est blanc ou noir. D'un côté, on a deux intervenants qui disent l'Europe, c'est pas bien, il faut en sortir, il faut revenir au local, en gros ça. Et de l'autre, c'est le monde des bisounours, c'est-à-dire que tout va bien, la vie est belle, l'Europe avance et se construit dans la bonne humeur en se tenant tous par la main. Ce qui est le contraire de la réalité. Donc si vous voulez défendre l'Europe, défendez-la de manière convaincante. C'est-à-dire en ne disant pas, il y a plein d'économistes très bons qui étaient pour l'Europe, il y a plein d'économistes très bons qui n'étaient pas pour l'Europe. Il faut accepter la contradiction, il faut accepter que l'Europe se construit dans d'extraordinaires difficultés. On n'est au cœur de ces difficultés. Donc pitié, votre discours est anti-européen, parce que les peuples, dont parlait Henri Sterdignac, quand ils vous entendent, ils n'ont qu'une envie, c'est de voter contre l'Europe, parce qu'ils savent très bien que c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas l'Europe des bisounours. Ils pensent maintenant que l'euro ne les protège plus, alors qu'ils le pensaient. Ils ont longtemps pensé que l'euro les protégeait. Ce en quoi ils ont tort, mais il faut leur expliquer, que la défense de l'Europe, et en particulier les Allemands, parce que qui est-ce qui a le plus intérêt au maintien de la zone euro? C'est incontestablement les Allemands. Mais l'opinion allemande a du mal à le vivre, a du mal à le comprendre, a du mal à l'évoluer. Je trouve que Angela Merkel, avec tous les défauts qu'elle a, elle a aussi la qualité d'avoir fait changer la position de l'Allemagne depuis un an, comme Jean-Claude Trichet a fait changer la position de la BCE. Donc, tout ça, c'est des points extraordinairement positifs. Mais pitié, ne nous dites pas, que ça s'est passé bien et que tout va bien se passer. On va marquer juste une pause, le temps de rappeler un peu les grandes lignes de l'actualité ce soir. Et puis après, bon, c'est un peu de ma faute. Je vais arrêter l'idée des États-Unis d'Europe. On va essayer de revenir sur des choses plus raisonnables, voir ce que ça peut être une gouvernance européenne. Enfin, qu'est-ce que, de manière pragmatique, on peut changer dans le fonctionnement, en tout cas de cette zone euro, puisque maintenant on ne parle plus que de la zone euro. C'est vrai qu'on ne parle plus des 27 depuis un moment. Une courte pause et un rappel de l'actualité ce soir sur France 24. À tout de suite. La bouteille légendaire, maintenant en grand format.